La prochaine capsule, on va traiter des transmissions ou plusieurs moyens de transmettre de la puissance ou des mouvements mécaniques. On va voir les courroies, les chaînes, les engrenages. On commence avec les courroies. Les courroies ont quand même plusieurs avantages, hein. Ça requiert aucune lubrification. Ça permet des vitesses élevées, ça coûte pas très cher, puis en plus de ça, c'est relativement silencieux. On a deux exemples ici à droite. On a une première courroie qui est plutôt lisse. Cette courroie-là va entraîner des choses comme l'alternateur, l'air climatisé, des choses comme ça. Puis on a une autre courroie crantée ici qui va s'occuper plutôt, hein, de faire bouger ou de synchroniser dans le fond le mouvement du vilebrequin qui actionne les bielles et les pistons, de synchroniser tout ça avec les soupapes, hein, pour que les soupapes ouvrent et ferment au bon moment. On appelle ça la synchronisation. En anglais, on va parler de timing. Donc, ici, on pourrait, en anglais, appeler ça tout simplement la timing belt ou la courroie de synchronisation. Cependant, certaines de ces courroies-là vont glisser légèrement. Je parle principalement de celle-ci qui est lisse ici. Il y a toujours un peu de glissement, donc on n'aura pas une transmission complète de l'énergie. On va avoir un certain, je dirais, une certaine efficacité pour transmettre ça. Il va y avoir des pertes. Et en plus de ça, non seulement ça ne requiert aucune lubrification, mais c'est très sensible à l'huile et la graisse. Si je commence à huiler tout ça, ben ça va glisser encore plus, ce qu'on veut pas. Donc, il faut faire attention pour garder l'huile et la graisse loin de ce type de composants-là. Il y a plusieurs types, comme on a vu, hein. Il peut y avoir des courroies lisses ici, mais très plates, ce qui permet une bonne flexibilité, hein. On pourrait même avoir un bon angle ici entre les deux courroies. C'est quelque chose qu'on voyait il y a assez longtemps. On en voit de moins en moins des courroies comme ça, mais quand même, ça peut exister. Les petites courroies rondes, ça va dans des petits mécanismes généralement. On n'en a plus, mais les anciennes machines, là, les enregistreurs à cassette vidéo, hein, les VHS, les bêta, ces choses-là, les cassettes audio aussi, les anciens Walkman qu'on pouvait avoir pour écouter ces cassettes-là, avaient des petits mécanismes comme ça et utilisaient des courroies rondes. La grande majorité des courroies que vous allez voir dans l'industrie, hein, c'est les courroies trapézoïdales. On voit vraiment qu'il y a un trapèze ici. On voit aussi comment c'est construit, hein. C'est comme tout en caoutchouc. Il peut y avoir un revêtement d'un autre matériau, généralement une sorte de tissu industriel résistant. Et à l'intérieur, vous voyez les petits points ici. Dans le fond, ce sont des câbles d'acier tissé qui résistent très bien à la tension. Parce que vous allez comprendre, pour éviter que ça glisse trop, ça va prendre une courroie qui est quand même assez serrée entre les deux poulies. Et non seulement ça, on peut en mettre une, mais comme vous pouvez voir ici, on peut en mettre plusieurs. Ça peut être 2, 3, 4 pour permettre la transmission de plus de puissance entre deux poulies, comme ça. Et on a même son petit frère qui contient certaines encavures comme ça. Je vous explique pas tout de suite à quoi ça sert. Je vais vous demander de chercher c'est quoi la différence entre les deux ici et pourquoi on aurait un avantage à avoir des encavures comme ça. Et finalement, comme l'image précédente, on a des courroies crantées. Et comme vous voyez, les courroies crantées vont venir sur des roues dentées. Ça ressemble à des engrenages. On voit les poulies ici qui ont comme des encavures pour venir épouser la forme de chacune des dents de la courroie. Et ça va permettre la synchronisation. Si on va un peu plus profondément dans les détails de la courroie, bon, les courroies viennent en plusieurs grandeurs, dépendamment de la quantité de couple qu'on veut transmettre dans notre machine, la puissance qu'on veut transmettre. Et on le voit très bien ici, cette construction-là, qu'on voit les câbles d'acier qui permettent d'avoir une très bonne tension. Et, comme j'ai dit, son petit frère ici, qui a des encavures comme ça. Mais là, tout ça, ça vient s'installer à l'intérieur d'une poulie. On en voit un exemple ici, on voit un autre exemple comme ça. Hein, il y a comme des rainures
Ça forme comme un V. En fait, ça forme comme un trapèze. On comprend bien, la forme trapézoïdale de la courroie va venir dans cette encavure-là. Et en anglais, on va appeler ça groove. Donc, on va appeler ça V-groove, comme un V en anglais. Et la courroie qui va aller dans cette poulie-là, on va appeler ça V-belt. Et là, vous voyez, on a la profondeur totale de cette encavure-là, mais on a une valeur qu'on appelle pitch diameter. Ben, c'est le diamètre du centre de la poulie jusqu'à les brins métalliques ici. Donc, vu que le travail se passe là, toute la force mécanique est vraiment transmise à travers ces brins-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer nos couples et la tension à travers la courroie, parce que on va faire nos calculs en fonction du diamètre primitif. En français, le pitch diameter, on appelle ça le diamètre primitif. Et finalement, c'est quoi la différence entre ces deux poulies-là? Vous voyez ici, j'ai mon chemin de clé pour empêcher que la poulie tourne autour de son arbre, mais j'ai tout simplement une vis. En anglais, on appellerait ça une set screw pour venir serrer la poulie et pour pas que la poulie débarque là, au cours des vibrations de son arbre. Mais si on veut une construction beaucoup plus solide et s'assurer d'avoir une poulie qui est parfaitement centrée avec l'axe de rotation, on va utiliser un manchon comme ça, qui là va profiter d'un certain angle. À l'intérieur, ça ne paraît pas à l'œil, mais ça a un certain cône. C'est un cône, puis plus on va rentrer le manchon profondément, plus le manchon va devenir serré, et serré autour de l'arbre en plus de ça. Il y a quand même un chemin de clé. Et avec les vis, ça va permettre justement de fixer solidement le manchon après la poulie. Et plus c'est serré autour de l'arbre, bien sûr. Et pour défaire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sort les vis, on les met de l'autre côté, et puis ces vis-là, en les vissant, ça va pousser le manchon en dehors, ce qui va permettre de desserrer le manchon et de pouvoir l'enlever facilement. On continue. Pareil comme les accouplements, on voit qu'il peut y avoir un désalignement entre, par exemple, si on a le moteur dans ce coin-là ici et notre machine dans ce coin-là, ben, si le moteur il y a un certain angle ou il est désaxé, ça va causer certains problèmes. On a 3 exemples. Défaut d'alignement angulaire vertical. En C, on a un défaut d'alignement angulaire horizontal. On les voit ici. Il y a un certain angle dans la poulie. Et il y a aussi un défaut d'alignement parallèle qu'on voit ici en B. Et dans tous les cas, vous voyez que la courroie va frotter sur une des poulies. En ayant ça, on va user la poulie beaucoup plus rapidement. Alors, comment on fait pour régler cet ajustement-là? Bon, on peut utiliser des longues règles de métal pour faire l'alignement, mais comme on en avait parlé pour les accouplements, on peut utiliser des alignements au laser. On a un exemple ici. Et on voit justement les vis qui permettent d'ajuster la position. On peut déplacer le moteur ici. Et en plus de ça, on a ces vis-là qui permettent de pousser le moteur avec un haut degré de précision. Et ce qu'on voit ici, ce sont les outils au laser qu'on peut utiliser. Il en existe toute une panoplie. On a un autre exemple là. Comment ça fonctionne? Bien, on a un laser qui va être projeté sur une partie et on voit justement que le laser va tracer une ligne verte et on a des petites lignes ici qui nous permettent de voir est-ce que j'ai un certain désalignement. Mais une partie de la ligne va être reflétée par ce miroir-là et venir se projeter sur la surface ici. Et là, on ne le voit pas, mais sur cette surface-là, il y a aussi des petites lignes qui permettent de vérifier dans quel sens j'ai un désalignement. Et ou bien j'utilise les vis pour positionner mon moteur à la bonne place, ou bien j'utilise des cales ici
On a un exemple pour jouer avec justement l'alignement du moteur. On les voit un petit peu dépassés sur cette image-là aussi. Ensuite, maintenant, on passe aux chaînes. On a un exemple de chaîne à rouler ici. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver sur un vélo. On a aussi des chaînes silencieuses. La différence entre les deux, c'est que la chaîne à vélo, c'est ce qu'on appelle une chaîne à rouleau. On voit les rouleaux ici qui vont venir rentrer entre les dents de notre roue dentée. Tandis que la chaîne ici, qui est la chaîne silencieuse, ben, en tournant, en s'enroulant autour de notre roue dentée, vous allez voir, chacun des maillons va plier, va tourner autour de chacune là, des pins ici, et ça va venir pincer les dents. C'est sûr que la forme de la dent va être un petit peu différente dans le cas d'une chaîne silencieuse, mais ça va permettre de transmettre beaucoup plus de puissance que une chaîne à rouleau, et en plus de ça, ça va être plus silencieux, il va avoir moins d'impact. On va voir tantôt comment l'impact vient. Alors, c'est quoi les avantages? Un rendement supérieur, donc c'est meilleur qu'une courroie. Ça peut aller de 96 à 99%. Dans certains cas, on va être obligé d'utiliser ça. C'est plus puissant, donc ça transmet plus de puissance. Ça glisse pas, donc j'ai une bonne synchronisation. C'est plus compact. Puisque c'est fait en acier et non en caoutchouc, je peux avoir des chaînes plus petites, plus étroites, des diamètres plus petits. Ça prend moins de place. C'est plus facile à installer et à entretenir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de garder ça lubrifié. Ça coûte plus cher que les courroies, mais moins cher que les engrenages. Ça demande moins d'ajustements précis et de surveillance. Vous le savez, sur votre vélo, vous n'avez pas besoin de faire un ajustement digne de l'aérospatial. Et c'est pratiquement indestructible, ça s'use beaucoup moins rapidement. On peut facilement laisser une chaîne en place pendant 15 000 heures. Par contre, c'est moins flexible qu'une courroie. Ça fonctionne à des vitesses moins élevées qu'une courroie. La courroie est beaucoup plus douce, silencieuse. On peut aller à des vitesses plus élevées. C'est plus bruyant. C'est bien sûr plus lourd. Ça amortit pas les chocs, puisqu'il y a une certaine flexibilité dans une courroie. S'il y a un choc, à un moment donné, l'élasticité de la courroie va nous aider pendant ces chocs-là. Et bien sûr, j'ai dit que ça prend une certaine lubrification. On a plusieurs façons de la lubrifier, mais ça n'en prend si vous voulez quand même là, que ça s'use moins rapidement et que ça dure longtemps. Donc, je parlais d'impact. Pourquoi il y a des impacts dans une chaîne à rouleau? Comme j'avais expliqué, les rouleaux de la chaîne viennent rentrer dans les encavures entre chacune des dents, comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand la roue tourne? J'ai fait un exemple ici avec une roue complètement, avec le chemin de clé à la verticale, et une autre roue, son clone ici, qui est un petit peu à angle. Là, vous voyez, imaginez un rouleau ici. Si je trace une ligne qui passe par le centre du rouleau, donc l'intersection entre le cercle rouge et la ligne turquoise ici, si je fais la même chose sur cette image-là, bien les rouleaux, le rouleau n'est plus dans le milieu. Il y en a un de chaque côté de la dent, parce qu'on a avancé comme d'une dent ici. Mais les rouleaux sont un petit peu plus bas. Puis si je trace la même ligne qui passe par les intersections, vous allez voir qu'il y a une petite différence de hauteur. Donc, quand ça tourne une roue dentée, la chaîne va monter et descendre. Pas beaucoup, mais imaginez que ce petit mouvement-là se fait quand même à une bonne vitesse. On a des chaînes sur des motos, on a des chaînes sur des scies à chaîne. Imaginez qu'à chaque fois que je fais ce petit mouvement-là, il y a des impacts, des vibrations. C'est pour ça qu'on est limité en vitesse et que c'est assez bruyant. Maintenant, les engrenages. Les engrenages, c'est un peu le summum de la transmission des mouvements, de la transmission de puissance. Les engrenages,
permettent la transmission d'une puissance très élevée avec des très grands ratios de réduction. On a un exemple ici. Hein, la petite roue rouge, une fois qu'elle a fait un tour, la roue verte n'a pas encore fait un tour. Donc la roue verte tourne plus lentement que la rouge. Puis si on exagère encore plus, imaginez le nombre de fois qu'on peut faire un tour avec la petite roue dentée, le petit engrenage rouge, versus ça va prendre combien de temps pour faire un tour complet avec le grand engrenage. Si l'engrenage fait un tour complet, je vais faire plusieurs fois un tour avec le petit engrenage rouge. Et comme vous voyez, plus la différence dans le nombre de gants est grande, plus le ratio va être élevé. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des exemples très simplifiés d'engrenage à dents droites. C'est moins coûteux que les autres sortes d'engrenages. On va en voir plusieurs autres sortes, mais bien sûr, ces engrenages-là qui ont l'air simples sont plus bruyants que les autres sortes, transmettent moins de puissance et de couple que, par exemple, les engrenages à dents hélicoïdales pour une même grosseur. Donc, allons voir les autres engrenages. Oh, avant ça, juste vous montrer cette image-là qui est très hypnotique. La forme des dents, c'est pas juste un arc de cercle, ça a une équation quand même assez spéciale qui provient, là, on appelle ça la développante de cercle. Je vous fais grâce de toutes les mathématiques en arrière de ça. Mais c'est fantastique de la manière que c'est conçu. Regardez, quand le point rouge apparaît, ça c'est le point de contact entre deux dents. Et grâce à cette forme-là, le point de contact se déplace sur une ligne droite. Et ça, c'est une ligne, comme vous voyez, qui est tangente à un cercle ici et tangente à l'autre cercle. Donc, ça permet une transmission de la puissance quand même assez douce. Si vous utilisez des engrenages de Lego, il n'y a pas tout à fait cette forme-là. La transition n'est pas assez douce, mais bon, on a des Lego, on n'est pas dans un moteur de camion qui utilise là, des gros coupes et des grosses vitesses. Donc, très bien ici, c'est ce qui permet la transition la plus douce possible, mais est-ce que je suis capable de peser sur... Non, je ne peux pas peser sur pause ici, mais regardez bien dans cette zone-là, ici. Vous voyez, il y a un espace blanc. On voit un espace blanc ici. Cet espace-là, hein, c'est comme un jeu. Et en anglais, on appelle ça le backlash. Ce jeu-là, pourquoi on appelle ça le backlash? Ce qui arrive, c'est, imaginez, là, je tourne toujours du même sens, mais si je voulais inverser la rotation, l'engrenage du bas devrait tourner un petit peu vers dans ce sens-là pour venir faire contact avec le côté de la dent ici. Donc, on pourra l'essayer en laboratoire, mais ce jeu-là, on peut le sentir. Ça s'ajuste, ça se minimise, mais c'est quelque chose auquel il faut tenir compte quand on a des engrenages dans un assemblage mécanique. Maintenant, si on regarde un peu plus les équations, quand on décrit un engrenage, souvent on va parler de son pitch ou de son pas, comme le pas d'une vis, le pas d'une hélice, le pas d'un engrenage. En fait, plus spécifiquement, vous voyez la lettre P ici, on parle de son pas diamétral. En anglais, on appelle ça le pitch. Donc, bien sûr, le pas diamétral est relié à ce qu'on appelle le diamètre primitif. Vous vous souvenez, pour les poulies, on avait un diamètre positif, on a un diamètre primitif, on a la même chose avec les engrenages. On le voit ici, le diamètre, le pitch diameter, c'est le diamètre primitif. Et c'est ce cercle-là ici. Ce cercle-là, vous voyez les deux cercles, le grand cercle du grand engrenage et le petit cercle du petit engrenage, viennent se toucher à un seul point, un point de tangence ici. Bon, ben, ce point de contact-là,
c'est le point de contact entre les deux diamètres primitifs. Et c'est important d'utiliser ça parce que dans nos équations, on a besoin de ce diamètre-là. Il existe un autre diamètre. Vous voyez encore une fois le pitch circle diameter. La ligne verte ici, c'est la même chose que la ligne qu'on voit sur cet engrenage-là. Mais regardez le cercle mauve, c'est ce qu'on appelle le outer diameter en anglais, mais le diamètre extérieur en français. Bon, à quoi servent ces dimensions-là? Je parlais d'un pitch, d'un pas diamétral pour un engrenage, qui est généralement exprimé en dents par pouce, un certain nombre de dents par pouce. Donc, l'équation est ici. Le pas diamétral, c'est égal au nombre de dents divisé par le diamètre primitif. Vous avez toutes les définitions ici à droite. Mais c'est aussi égal à le nombre de dents plus 2 divisé par le diamètre extérieur. Vous l'avez ici, le diamètre extérieur. Donc, des fois, si vous trouvez un engrenage par terre et vous voulez savoir c'est quoi son pitch ou c'est quoi son diamètre, le diamètre primitif est difficile à mesurer, mais le diamètre extérieur est facile à mesurer. On se place d'un bout d'une dent au bout de l'autre dent, c'est facile de trouver le diamètre extérieur. Ensuite, on compte le nombre de dents. Au nombre de dents, on additionne 2, donc nombre de dents plus 2, et on divise par le diamètre extérieur qu'on a mesuré, qui est facile à mesurer. Donc, c'est facile, ensuite, de trouver c'était quoi le diamètre primitif de mes engrenages. Ou tout simplement connaître la valeur du pitch de notre pas diamétral. Et finalement, l'anthrax, la distance entre les deux axes de rotation de mon engrenage, bien c'est le diamètre d'un divisé par 2, donc son rayon, plus le rayon de l'autre, donc le diamètre divisé par 2. Donc, c'est un peu comme si on faisait la moyenne des deux diamètres. Diamètre du premier engrenage divisé par 2, plus diamètre du deuxième engrenage divisé par 2, ça me donne C qui est la longueur de l'anthrax. Pourquoi je vous montre tout ça? Bien, il y a 3 conditions à s'assurer pour que les deux engrenages s'engagent bien entre eux. Il faut que l'anthrax soit approprié. C'est normal. Si la distance entre mes deux engrenages n'est pas correcte, je n'aurai pas le bon anthrax, puis je vais avoir... mes engrenages vont être trop serrés ou trop éloignés. Puis là, ça va être mal engagé, puis je n'aurai pas un bon transfert du mouvement. Ça prend aussi le même pas diamétral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que le pitch diameter, pas le pitch diameter, excusez, le P ici, le pas diamétral doit être le même. Donc, si j'ai 24 pour un, il faut que j'aille 24 pour l'autre aussi. 24 dents par pouce. Ça doit être... faut avoir le même pas. Donc, un bon anthrax, le même pas. Et l'autre condition, c'est le même angle de pression. Parce que il existe 2 formats standards dans l'industrie. Que l'angle de la dent, vous voyez, cette dent-là est beaucoup moins trapue que celle-ci. Parce que l'angle ici est plus grand, 20 degrés, par rapport à 14,5. Ça dépend. Généralement, on préfère 20 degrés parce que ça s'use moins, ça fait des dents plus solides, puis on peut avoir plus de dents sur notre pignon. Donc, on ne peut pas mélanger un angle de pression de 14,5. Je dis 14,5, c'est 14 degrés 30 minutes, mais 30 minutes, c'est une façon d'exprimer des degrés, ça veut dire 14,5. On ne peut pas mélanger 14,5, un engrenage de 14,5 avec un engrenage de 20 degrés, donc ça prend le même angle de pression. Le même pas diamétral, le même angle de pression et l'anthrax approprié. Souvenez-vous de ça, on va avoir des questions là-dessus. Bon, maintenant, je parlais d'autres types d'engrenages. On peut avoir des engrenages coniques. Vous voyez ici, ça fait un cône. Ici, on le voit un peu moins, parce que l'engrenage est beaucoup plus gros. Puis l'angle des dents n'est pas le même que sur celui-là. Le gros avantage ici,
c'est que j'ai un axe qui est à 90 degrés par rapport à l'autre axe. Ça me permet de changer le sens de rotation, hein, d'avoir un sens de rotation transversal plutôt que aligné avec l'engrenage. Parce que si je reviens ici, on voit que les deux axes sont parallèles. Tandis qu'ici, les deux axes sont perpendiculaires. Même chose ici. Vous voyez des engrenages coniques. Cependant, la particularité ici, c'est que j'ai le même nombre de dents dans les deux engrenages et j'ai le même angle entre les deux engrenages, le même angle conique. Dans ce cas-là, on appelle ça des engrenages en anglais. En anglais, on appelle ça miter. Mais vous voyez que dans mes engrenages coniques et dans mes engrenages à dents droites, quand un engrenage tourne, la prochaine dent à s'engager dans l'autre engrenage, toute la largeur de la dent au complet va venir faire contact. Donc, à chaque fois, ça va donner un petit impact. Et c'est pour ça qu'on a des engrenages hélicoïdaux. On en a ici plusieurs exemples. Ici, c'est des engrenages coniques hélicoïdaux. Vous voyez, ça forme un cône, mais au lieu que la dent soit droite, une ligne droite, ben, il y a une certaine courbe. Ça suit l'équation mathématique d'une hélice. Et à cause de ça, bien, au lieu que ce soit toute la largeur de la dent qui vient entrer en contact d'un seul coup, hein, je m'introduis progressivement. La dent s'introduit progressivement dans l'autre engrenage. Donc, c'est beaucoup plus doux. Ça cause moins de bruit, moins de vibrations, moins d'impact. Donc, effectivement, mes engrenages vont aussi durer plus longtemps. Et là, je peux avoir des engrenages coniques. Je peux avoir des engrenages droits, mais hélicoïdaux. Et je peux avoir aussi hélicoïdaux si j'ai, dépendamment de l'angle dans lequel ma dent est comme penchée, ben, je peux les mettre pour avoir des angles parallèles, des axes parallèles, ou avoir des axes qui sont à 90 degrés un par rapport à l'autre. Donc, c'est très pratique, là. Vous voyez, j'ai beaucoup de flexibilité dans ma façon de concevoir des mécanismes ici. On continue. Regardez, ça, c'est un petit peu pousser l'engrenage hélicoïdal à son maximum. J'ai une vis sans fin ici. Et la vis sans fin s'engage dans ce qu'on appelle une roue à vis sans fin. Mais là, vous allez voir que j'ai beaucoup de friction dans ce cas-ci. Hein. Quand ça va tourner, il va y avoir de la friction, pareil comme si on était en train de visser une vis dans ses filets. Donc, ça va s'user. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la vis sans fin coûte très cher. On va la faire dure et résistante à l'usure. Tandis que la roue à vis sans fin, on va la fabriquer dans un métal plus mou, par exemple le bronze. Et là, ça va être très important d'avoir une lubrification adéquate dans mes engrenages. L'avantage ici, c'est que si vous les comptez, vous allez voir là, des entrées ici pour chacun des filets. Il y en a 4 au total. Donc, cette vis-là, il y a 4 filets. On pourrait dire que cette vis sans fin a 4 dents. Celle-ci en a quoi? Peut-être 60? Donc, c'est un ratio de 4 pour 60. Donc, cet assemblage-là permet des très, très grands ratios. La vis ici sans fin peut tourner très rapidement, tandis que la roue, elle, va tourner très lentement. Je pourrais même avoir un seul filet, alors c'est comme si j'avais un engrenage à une seule dent. Si j'avais un seul filet ici et 60 dents là, bien, j'aurais un ratio de 1 pour 60. C'est encore beaucoup plus élevé. Finalement, j'ai le pignon à crémaillère, où là, j'ai une roue droite ici, à dent droite, un engrenage à dent droite, et j'ai tout simplement quelque chose de rectiligne avec les dents qui sont ici. Bien sûr,
je vais avoir le même pas diamétral, le même pitch, le même angle de pression pour que ma crémaillère puisse s'engager avec cet engrenage-là. Je vais vous demander de chercher des applications de ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on transforme un mouvement circulaire en un mouvement de translation. Il n'y a pas juste ce moyen-là, il y en existe d'autres. Par exemple, ceux-ci. Ce n'est pas vraiment des engrenages, mais regardez cet arbre-là. Il est muni comme de bagues ici, et chaque bague a comme une bosse. Quand la bosse arrive en haut, elle va pousser vers le haut le petit piston. Ce piston-là, avec le genre de petite bague roulante en rouge, on le voit un peu mieux ici, le genre de rouleau, bien, ça permet de transformer un mouvement circulaire en un mouvement de translation. Qu'est-ce qui arrive? Ben, vous voyez, quand j'arrive sur le dessus de cette forme-là, même chose ici, hein? Vous voyez que le cercle qui est là, il n'est pas centré par rapport à l'arbre. Donc la bosse ici, quand elle va arriver en haut, elle va pousser sur le cam et ça va faire monter et descendre cette partie-là. Un autre moyen de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation, c'est la cam. Il y a aussi les bielles et manivelles. On a le vilebrequin ici et une bielle. Et en tournant, ben, la bielle va pousser sur le piston et quand je vais avoir fait un demi-tour, quand je vais commencer à revenir sur moi-même, ben, la bielle va faire un mouvement de va-et-vient comme ça avec le piston. J'ai une autre image ici. On voit qu'en tournant, bien, la bielle va venir transmettre le mouvement en translation à partir d'un mouvement en rotation. Ces deux exemples-là très simplifiés se retrouvent dans un moteur à combustion. Je vous encourage à faire des recherches pour retrouver les pièces qui participent à ce transfert de mouvement-là. Ce qui va vous intéresser le plus en technique de génie électrique, ce sont les réducteurs de vitesse, parce que vous avez des moteurs électriques qui tournent à très haute vitesse, mais le couple n'est pas si fort que ça par rapport au couple que vous voulez utiliser dans votre machine industrielle. Donc, j'ai un exemple ici, c'est le réducteur de vitesse, je dirais peut-être le plus courant. Vous avez une vis sans fin avec une roue à vis sans fin. On installe le moteur électrique à ce bout-ci ou à l'autre bout, et quand le moteur tourne, la vis va tourner très rapidement, mais la roue ici va tourner très lentement. Donc, vous voyez, on réduit la vitesse de notre moteur électrique pour aller chercher la vitesse qu'on a besoin et surtout aller chercher le couple qu'on a besoin. Il existe d'autres réducteurs de vitesse. Je vous en montre un qui est très spécial. Le planétaire, on appelle ça le planétaire parce que imaginez le Soleil ici avec les planètes qui sont en orbite autour. D'autres vont dire c'est la planète ici et les satellites qui tournent autour de la planète. Ça revient à la même chose. C'est vraiment un bijou de mécanique pour réduire la vitesse et ça permet beaucoup de configurations différentes sans avoir à changer grand-chose. Je vous invite dans les notes de cours à aller chercher justement le lien que j'ai mis ici, un petit vidéo qui vous montre comment utiliser un réducteur de vitesse planétaire comme ça. Et finalement, un mot rapide sur les ratios. J'en ai parlé un peu, on vous parlait, j'ai pas beaucoup de dents sur le petit engrenage, mais j'en ai beaucoup sur le grand engrenage. Le petit engrenage va tourner plus vite que le grand engrenage, mais je vais avoir un plus petit couple que sur l'engrenage vert. Et ça, c'est pratique autant pour les engrenages que les courroies et les chaînes. Imaginez ici, je peux avoir des courroies alentour de ces poulies-là, mais au lieu d'avoir des poulies, je pourrais avoir des roues dentées qui sont reliées par des chaînes à rouleau, par exemple. Ce qui me permet de transférer la puissance d'un bout à l'autre et selon
les différences dans les diamètres de mes roues dentées, dans le cas des chaînes, de mes poulies dans le cas des courroies ou de mes engrenages dans le cas des engrenages, bien, ça va me permettre de jouer justement avec les vitesses et les couples. Et je vous l'explique, ça, cette équation-là, apprenez-la par cœur, ça vaut la peine, elle est facile à retrouver. Le ratio, hein, c'est le nombre de dents d'un engrenage sur le nombre de dents de l'autre engrenage, ou le nombre de dents pour les roues dentées. Ça peut être le ratio aussi du diamètre d'un engrenage sur le diamètre de l'autre engrenage. Mais là, attention! Ici, il faut faire très attention. On parle toujours du diamètre primitif. N'utilisez jamais le diamètre externe. Utilisez toujours le diamètre primitif. Je ne le répéterai pas assez souvent. OK? Nombre de dents, diamètre. On peut faire aussi un rapport avec les couples. Le couple transmis par le couple qu'on retrouve, admettons, sur un engrenage versus le couple sur un autre engrenage, ou le couple qu'on retrouve sur une poulie versus l'autre poulie, bien, on peut aussi faire le ratio. Et finalement, on peut faire aussi le ratio des vitesses de rotation. J'ai écrit RPM. On peut faire ce ratio-là avec les rotations par minute, mais on aurait pu travailler avec les vitesses angulaires, oméga, en radians par seconde. Il faut juste être consistant de s'assurer d'utiliser toujours les mêmes valeurs. Mais regardez bien, si mon engrenage rouge, c'est l'engrenage numéro 1, et mon engrenage vert, c'est l'engrenage numéro 2, regardez où sont placés les indices. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais les RPM, c'est le contraire. 2, 1. Tout le monde fait l'erreur d'écrire 1, 2 ici. Et là, ça donne des choses un peu loufoques. Je vous dirais même que j'ai déjà vu l'intelligence artificielle induire des gens en erreur en se trompant ici avec les indices. Donc, je vous encourage à bien noter cette équation-là en quelque part ou même la prendre par cœur. Moi, à force de travailler avec, je la connais par cœur. Puis je vais vous montrer comment on peut s'en rappeler facilement si on n'a pas accès à l'information. Alors, c'est beaucoup de choses pour la transmission de puissance. On a vu les courroies, les chaînes, les engrenages. On va faire des exercices sur les ratios, sur la transmission de la puissance. On va faire aussi, on va discuter de certains avantages. Hein. Durant la capsule, je vous ai dit, allez voir sur Google, trouvez de l'information, essayez de chercher telle chose ou telle chose. Faites creuser un peu, puis en classe, on va aller un peu plus profondément.